saveur un peu particulière pour moi d'être devant vous aujourd'hui, parce que figurez-vous qu'on est en 2021 et qu'en 2011, c'est-à-dire il y a 10 ans, j'ai participé à mon premier Agile Tour Rennes. Ouais, c'est beau, hein? J'animais, je connaissais rien à l'agilité, je ne savais pas ce que c'était, et j'animais un atelier sur le mind mapping et son usage dans la formation et l'apprentissage. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré des gens à l'Agile Tour Rennes qui, quand je parlais de Serious Game, qui était déjà mon métier il y a 10 ans, quand je parlais de Serious Game, ils entendaient, autour de moi, les gens entendaient c'est une simulation vidéo numérique, un truc, ça marche ou pas? Ouais, un truc un peu casse-pied, et ils entendaient ça. Et quand je suis arrivée à l'Agile Tour Rennes, les gens, ils entendaient ce que moi, je mettais derrière Serious Game, c'est-à-dire des jeux avec des pions, des plateaux, des cartes, des trucs qui font que les gens, ils interagissent et qu'ils apprennent et qu'ils se forment, qu'ils montent en compétences grâce, finalement, à cette activité-là. Oh, ça m'a fait un bien. Rencontrer des gens qui pensaient comme moi, je me sentais toute seule, hein, je vous jure, il y a 10 ans, autant vous dire que c'était vraiment compliqué. Et je me souviens très bien de cette sensation qui a été hyper positive, où je me suis sentie rassurée de trouver des gens qui étaient comme moi. Ça m'a reboosté, redonné le moral, et ça m'a permis de persévérer. Alors, c'est pas que ça, hein, mais ça a participé en fait à ma persévérance dans mon entreprise à l'époque, qui me permettait de vivre de ma passion, de mes deux passions, qui sont la pédagogie et le serious game, et le jeu. Donc franchement, aujourd'hui, je voulais remercier l'équipe de l'époque pour m'avoir donné ce sentiment. L'équipe d'aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui font encore partie de l'équipe, donc bravo aux orgas et merci à eux de faire vivre cet événement qui nous permet, à vous, hein, participants, de vivre un truc qui ouvre les chakras, nous fait vivre quelque chose d'exceptionnel, et à nous, quand on anime et qu'on anime des confs ou des ateliers, de redonner de l'énergie. Donc un grand merci à l'orga. Voilà, c'était juste mon petit... Aujourd'hui, alors derrière moi, pour le coup, je veux bien... Ah non, même pas d'ailleurs, Aurélien, je veux bien Aurélien, mais vous pouvez laisser, c'est parfait. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas intervenir sans un cadre. C'est pas possible, donc normalement, eh bien, je le propose, on le négocie, on se met d'accord sur le cadre de travail, mais même si là, bon... je ne vais pas vous le laisser, je vais pas le négocier. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec le cadre que je vous présente, c'est le moment de se lever et de sortir. Voilà. Donc, le premier élément, c'est la bienveillance. La bienveillance qu'on entend pour soi, hein, les petites voix qu'on a dans la tête qui nous disent qu'on est nul, qu'on n'arrive pas, que les autres sont meilleurs, etc. Merci Aurélien. Que je vous propose d'associer à l'exigence parce que en fait, si on est trop bienveillant, on en devient complaisant. Et que pour progresser, la complaisance, c'est pas génial, que ce soit avec soi ou avec les autres. Donc il faut trouver le juste équilibre. Je vous laisse le choisir pour vous, mais voilà un des éléments du cadre. Le deuxième, l'entraide. Je ne vais pas l'expliquer. Voilà, l'entraide. Entraidons-nous pendant les quelques minutes que nous allons vivre ensemble. Tu n'étais pas très rapide. Le troisième, exigence. Le troisième élément, tu choisis le droit, non, l'autre, raté, le droit à l'erreur. Essentiel, on n'apprend correctement que quand on s'autorise le droit à l'erreur. Notre cerveau, quand en fait, on projette, on fait un pronostic sur ce qui va arriver, on regarde ce qui arrive, s'il y a une différence, notre cerveau identifie ça comme une erreur, et il recalcule, et il fait des nouveaux pronostics plus tard, et il adapte nos comportements en conséquence. Donc c'est indispensable. Et puis le dernier, l'humour. Parce que sinon, voilà, la vie serait triste. Aurélien les a posés côte à côte, Aurélien me connaît bien. Donc, il sait que j'associe les deux, parce que sinon, comment vous dire, je fais des blagues pas toujours merveilleuses. Et comme je sais que vous êtes beaucoup dans l'informatique, je vous en ai préparé une pour vous montrer mon niveau. Donc, est-ce que vous savez pourquoi
est-ce que les claviers d'ordinateur français coûtent 2 fois plus cher que les claviers d'ordinateur américains? Merci Aurélien de ta participation. Parce qu'un clavier AZERTY en vaut 2. Wow. Bien. Vous avez mon niveau. Vous voyez que, voilà, vous jugez si ça s'associe bien ou pas. C'est vous qui jugez. Aujourd'hui, vous avez le titre de la conf qui s'affiche devant moi. Donc là, personne n'est sorti. En fait, je vois rien, moi, à la salle, mais personne n'a quitté la pièce. Le cadre, c'est OK pour vous? Okay. Derrière moi, vous avez le titre de cette conf. Et je vais même vous les lire, parce que je les ai préparés, mes objectifs. Mes objectifs pendant les minutes qui me sont imparties, c'est de vous permettre de mieux comprendre l'univers du jeu, et particulièrement du jeu en entreprise, d'identifier quels sont les outils à votre disposition et lesquels sont les plus adaptés à votre usage, vos objectifs à vous, en fait, vos préoccupations, et puis des pistes d'utilisation de ces outils. Enfin, voilà, vous donner des idées. C'est ambitieux. On ne va pas se mentir, c'est ambitieux. Je vais commencer tout de suite par celui qui est au milieu, qui est la gamification. La gamification, alors c'est super parce que Alan l'a défini tout à l'heure, donc comme vous étiez présent, vous le savez. La gamification, c'est le fait de rajouter à une activité un élément de l'univers du jeu pour renforcer la motivation, l'adhésion, l'implication des participants et des participantes à cette activité. On ne va pas aller chercher beaucoup plus loin que de favoriser l'implication, la motivation. Un élément de jeu, c'est variable. On peut les emprunter, ces éléments de jeu, aux jeux vidéo ou aux jeux qu'on appelle des jeux analogiques, les jeux de plateau, les jeux de cartes. Je vous donne des exemples. Si vous utilisez Waze comme application de déplacement, c'est une appli qui est gamifiée. Vous avez un avatar qui évolue. Au début, vous êtes un bébé Waze, et votre avatar, au fur et à mesure de vos déplacements, augmente et donc va changer. Et ça va favoriser. Alors, ils le font moins maintenant, parce que comme c'est une appli qui est maintenant très partagée, très populaire, ils ont moins besoin de favoriser l'adhésion, mais on va pouvoir marquer des points. Vous avez des bonbons que vous pouvez gagner si vous l'utilisez bien, marquer des points quand vous signalez des accidents, des dangers sur la route, etc. Tout ça, cette notion de points, c'est de la gamification. On peut utiliser comme autre exemple, j'en ai pris un de l'agilité, le planning poker. Ça vous parle, le planning poker? Eh ben, on met juste des cartes. En fait, il n'y en a vraiment pas besoin dans la méthode. Mais on met des cartes, comme ça fait jeu. Et comme ça, on a plus envie de l'utiliser. C'est de la gamification. Du coup, si on se dit ça, et puis dans le défi, tout à l'heure, on en a vu plein d'exemples, donc c'est très bien, je ne vais pas aller plus loin. La gamification, on met des éléments de jeu, mais on ne met pas de jeu. Quand je mets un défi, un challenge inter-équipe, je prends bien des éléments de jeu, mais je ne crée pas un jeu pour autant. Et donc, je vous mets hop. Si vous vous êtes intéressé par la gamification, si vous avez envie de créer des activités qui sont gamifiées, je vous invite, et je fais du teasing pour la conférence d'Aurélien vendredi, je vous invite à aller regarder du côté des Gamificards, qui sont un deck de cartes, donc un paquet de cartes. Ce n'est pas un jeu, les Gamificards. C'est juste un outil gamifié pour vous permettre de faire de la gamification. Ça a été édité par Alexandre Duhart et c'est un bon outil. Il a édité d'ailleurs un bouquin chez Duno sur la gamification. Donc si vous voulez en savoir plus, voilà, allez regarder de ce côté-là. Ce qui m'intéresse là, c'est de vous dire, on n'a pas un jeu, on va gamifier en utilisant des parties de jeu, des bouts de jeu qu'on va mettre dans une activité. Mais nous, si on parle de serious gaming, de serious game, on va parler jeu. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un jeu. Aujourd'hui, les chercheurs ils sont un peu embêtés parce qu'on ne peut pas définir un jeu vraiment. Ils n'arrivent pas à trouver une définition qui fasse sens pour tout le monde. Et qu'on se dise, ça, quand ça répond à telle définition, c'est un jeu, et sinon, ça n'est pas un jeu. Donc, ils en sont arrivés à la conclusion, ils ont quand même réussi à trouver une définition qui est commune, mais en fait, ce n'est pas une définition. Leur moyen de définir un jeu, c'est de dire, alors, vous, madame, ce dispositif, pour vous, c'est un jeu ou pas?
Si la réponse est oui, c'est un jeu. Si la réponse est non, c'est pas un jeu. Allez, vous me dire, c'est pas facile. Donc moi, j'ai choisi de vous présenter ici, ce qui est derrière moi, la définition de Gilles Brougère. Il y en a plein. Moi, elle me correspond bien. L'idée, c'est de clarifier les choses, de vous aider à comprendre, parce que ça va vous aider à comprendre la suite. Un jeu, ça repose, selon Gilles Brougère, donc, sur 5 éléments. Et le premier, c'est une activité qui est réglée. Alors ça, c'est le seul point qui fait consensus. C'est que tout le monde se dit qu'un jeu, c'est forcément une activité qui a des règles. S'il n'y a pas de règles de jeu, c'est pas un jeu. Donc on définit des règles. Le deuxième élément, c'est que c'est une activité qui doit être libre. Alors libre, il y a deux sens. C'est libre, déjà la libre adhésion au jeu. Je décide de jouer ou je décide de ne pas jouer. Et puis à l'intérieur de mon cadre, qui sont les règles, je vais être libre de faire des choix, de décider. Voilà. J'ai une liberté d'action dans ce format de règles. Troisième point, c'est une activité qui est incertaine. Incertaine, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'issue de la partie, l'issue du jeu. Si vous jouez, il y a des amateurs de morpions, vous savez le truc, on met des ronds et des croix. Eh bien, si vous connaissez un tout petit peu le morpion, vous savez que si vous êtes le deuxième joueur, si ce n'est pas vous qui commencez et que vous jouez face à un bon joueur, vous ne pouvez pas gagner. Ce n'est pas possible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc si la personne ne fait pas d'erreur, on peut se poser la question de est-ce que c'est incertain? Et du coup, est-ce que c'est un jeu, vraiment? Si je joue face au champion du monde, ou à la championne d'ailleurs, je ne sais pas, d'échecs, aux échecs, je ne suis pas sûre que ce soit un jeu pour moi. Hein, parce que l'issue, je la connais, je vais perdre. Donc cette notion de je ne sais pas comment on va se terminer, et si vous avez joué au Monopoly un jour, et qu'en début de partie, l'adversaire a déjà 5 hôtels, vous savez que vous pouvez attendre 2 heures, vous allez perdre, et ça perd beaucoup de son intérêt. Donc la notion d'incertitude, elle est importante pour définir un jeu. Les deux dernières notions, séparées et improductives, sont des notions intéressantes et qu'on va utiliser après. Le fait que ce soit séparé, c'est le fait que le jeu soit une activité qui soit circonscrite dans un univers, en tout cas à minima une dimension temporelle, et qu'on fasse, ce n'est pas la vraie vie, le jeu. C'est vraiment quelque chose d'à côté. D'autres auteurs utilisent le terme de fictive. On n'est pas sur quelque chose de séparé, mais de fictif. Et puis la notion d'improductivité, c'est assez lié, il n'y a pas de conséquences dans le réel. Si vous jouez au poker, que vous jouez des centimes, pas de problème, ça n'a pas vraiment de conséquences dans la vie réelle. Si en revanche, vous gagnez 1 500 € par mois et que vous jouez des sommes en milliers d'euros, vous voyez bien que la pression n'est pas la même et que tout de suite, ce qui était un jeu avec des centimes n'est plus vraiment un jeu. Ça devient un peu tendu et c'est plus un jeu, c'est une autre activité, mais pas un jeu. Donc on voit bien que la notion ce côté improductif qui n'a pas de conséquences dans la vie réelle est importante. La notion d'improductif, ça dit aussi qu'un jeu, sa vocation première, c'est de prendre du plaisir, c'est le divertissement. C'est ça son premier objectif à un jeu. Et on va voir que si je vous pose la définition de serious game, eh bien, il y a une différence importante, parce que serious game, la définition de Djaouti, c'est que c'est un jeu dont le premier objectif n'est pas le divertissement, l'amusement, le plaisir. Donc on est en train de créer, quand on crée un serious game, un truc un peu bizarre entre mon premier objectif, c'est un jeu, c'est un game, donc mon premier objectif, ça doit être la notion de plaisir, et en même temps c'est serious, donc ça ne doit pas être le premier objectif. C'est un peu compliqué. Ce paradoxe du serious game, eh ben, pour le mener à bien et pour réussir à créer des activités qui sont des serious games, ben vous avez plein de façons de faire. La première, c'est de vous appuyer sur des jeux qui sont existants. Par exemple, alors moi je me suis fait ma petite liste d'exemples. Hein. Qu'est-ce que je vous propose comme exemple? Anabi. Ça vous parle, Anabi, comme jeu? C'est un jeu de coopération. On peut l'utiliser tel quel. Je prends le jeu, je le fais jouer, et je vais travailler sur la notion de transmission d'informations, de gestion de l'information dans une équipe. Comment est-ce que je partage? Comment est-ce que, sachant que je ne vois pas mes cartes, etc. Donc, on est vraiment sur, j'utilise le jeu tel que,
et je vais débriefer et en fait permettre aux gens de travailler cette compétence-là. On peut travailler la gestion du risque. Comment est-ce que le risque est perçu par chacun avec un jeu qui s'appelle Can't Stop. Et la plupart des jeux de stop ou encore, où chacun va gérer sa notion de risque de jeu continu, comme le poker. Hein. J'y vais pas. Ça fait écho avec la con sur les biais cognitifs. On est tous biaisés de ce matin. C'est quel est notre rapport au risque. Cette utilisation de jeux existants, on appelle ça a un nom, le serious gaming. Donc vous pouvez aller chercher des jeux et les utiliser tels quels. Je vous ai mis les petits conseils là. L'Agile Game France. Si vous ne connaissez pas, il faut connaître. Allez-y, c'est organisé tous les ans. Le dernier avant les confinements, tout ça, ça a eu lieu à Saint-Malo. Le prochain aura lieu avril à 7. Le 1er avril, 1er et 2 avril à 7. L'idée, dans l'Agile Game France, ça va être de découvrir des jeux qu'on va pouvoir utiliser en formation. Donc, on va tester, on va partager sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans nos formations. Voilà. Moi, je vais axer, si vous ne l'avez pas encore intégré, je vais axer beaucoup le côté utilitaire du Serious Game sur la dimension pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce que je transmets des choses par le jeu. On peut l'utiliser sur d'autres domaines. On va se focaliser sur la pédagogie. Un jeu que je peux vous donner en exemple aussi, c'est Chinatown, qui est un jeu que moi j'utilise pour travailler la négociation, la vente. Et pareil, je prends le jeu, je le fais jouer, terminé. Je débrief, bien sûr, mais je ne modifie rien du tout. Serious Gaming. Sauf que c'est pas facile de trouver un jeu qui développe exactement ce qu'on veut. La plupart du temps, on est tenté d'adapter les règles. 2 exemples dans les adaptations de règles. Donc, je prends un jeu, Time's Up, énormément utilisé dans la formation par les enseignants. Time's Up, c'est bon? On voit pas? Ouais. On tire des cartes et puis on doit les faire deviner d'abord en parlant, puis avec un seul mot et en mimant des trucs. En fait, ce que vous allez changer, ce n'est pas les règles du jeu. Ce que vous allez changer, c'est le vocabulaire que vous allez mettre sur les cartes et qui va être en référence avec les notions que vous faites, que vous avez besoin de transmettre. Quand vous faites ça, vous détournez un jeu et vous faites non plus du serious gaming, mais du serious modding. On peut le faire, là je viens de dire, on change le fond, mais on peut le faire aussi en changeant la forme, les règles. Quand ça se fait, je prends un exemple simple, les wargames. Les wargames qui sont une catégorie de jeux où on va travailler, en général c'est des reconstitutions de guerres historiques, mais ça peut être des guerres fictives, et puis on a plein de petits chars, plein de trucs à déplacer, on doit avoir une vraie stratégie. On peut travailler la stratégie en équipe, la constitution d'une stratégie, comment est-ce qu'on travaille ensemble et qu'on définit notre ligne de conduite, comment est-ce qu'on s'adapte, etc. Il y a plein de choses à en tirer. Le problème des wargames, j'ai pris Mémoire 44 en exemple parce qu'il est souvent utilisé. Les wargames sont des jeux qui sont souvent complexes, avec des règles super longues, super compliquées. Or, on ne va pas rajouter une difficulté à l'apprentissage, c'est pas ce qu'on veut. Donc, un exemple de serious modding, c'est de réduire la difficulté en simplifiant les règles. On garde l'essence du jeu, on garde le côté fun du jeu, parce que le jeu il est équilibré, il est cool. Mais on va réduire la difficulté en diminuant la complexité des règles. Et on travaille notre objectif utilitaire, notre objectif pédagogique, qui est la définition d'une stratégie en groupe, par exemple. D'accord? Donc tout ça, serious modding. Le bon conseil, parce que je vous en ai mis un à chaque fois, le bon conseil, c'est un jeu, qui est un jeu de cartes, que je pourrais vous montrer si vous voulez plus tard, qui est un jeu de cartes qui a été fait par Mathieu Boucher, qui analyse les jeux. Et donc qui permet d'analyser les mécaniques de jeu, les interactions entre joueurs, et donc qui simplifie quand on se dit je tiens quelque chose avec ce jeu-là, il y a à peu près ce qu'il me faut, mais pas complètement. Comment est-ce que je vais pouvoir le travailler? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? D'avoir analysé le jeu, c'est assez pratique. Solution 3. Rien ne va.
j'ai pas trouvé de jeu qui me convienne, tel quel. Je n'ai pas trouvé de jeu à modifier de manière satisfaisante, suffisamment simple. Il va falloir que je crée un jeu. C'est le serious game design. Je vais créer de A à Z, je vais aller chercher des mécaniques, je vais aller chercher des interactions. On fait un jeu, il s'applique toujours, voire encore plus. La première chose que je fais, c'est définir mes objectifs pédagogiques. Je définis d'abord qu'est-ce que je veux, à quoi je veux que mon jeu serve. Quand les gens auront fini de jouer, qu'est-ce qu'ils devront avoir appris, compris, enfin voilà, qu'est-ce qui devra se passer. Et ensuite, je vais y mettre des mécaniques et je vais m'arranger pour que ce soit fun. Sinon, je passe à côté. Sauf que ça, c'est vachement complexe. Donc, si j'ai un conseil, eh ben, faites-vous accompagner, faites-le faire. Mais d'arriver là, c'est souvent là où on rencontre des jeux qui sont un peu bancals. Soit ils sont trop fun, et on passe à côté de l'objectif, soit ils sont, ça c'est centré objectif, mais alors c'est plus du tout un jeu, quoi. C'est un truc un peu casse-pied, et puis on se rappelle plus pourquoi ça s'appelle serious game. Voilà, on voit plus le jeu. Donc la plupart des gens, moi, qui viennent me voir, ils me disent j'ai un truc, mais ça marche pas bien. Et souvent, on peut recadrer, il y a déjà un gros travail de fait, on va juste orienter, remettre un peu de jeu à des endroits, équilibrer, les équilibrages de jeu, c'est une partie importante, donc voilà, ça se fait simplement. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple de jeu? J'en ai là, alors dans mon sac, évidemment, je l'ai laissé. Tu as un exemplaire, Aurélien? Ouais, je sais, mais j'ai dit que j'en parlais. Donc, Dilemma Project, qui est un jeu qui a été créé par Aurélien et par Nicolas Mastaler et toute une équipe, voilà, qui est là, où on va travailler sur les compétences, les principes de l'agilité. Voilà. Kanban Food Truck, vous avez Herman, qui est quelque part par là aussi, qui a fait le Kahoot de tout à l'heure. L'objectif, pourquoi est-ce qu'on joue à Kanban Food Truck? Pour intégrer la méthode Kanban et être capable de l'utiliser. Un dernier jeu que je vais vous citer, qui est un jeu que moi j'ai créé, qui vient de partir là chez l'imprimeur. Donc c'est toujours la partie super agréable parce que ça y est, c'est parti. J'attends plus qu'à de réceptionner les 1640 boîtes d'un jeu pour les enseignants, à destination des enseignants, pour les aider à travailler sur les risques professionnels de leur métier. Donc on voit bien qu'on est sur des sujets où, risque professionnel, je ne vais peut-être pas trouver un jeu grand public avec risque professionnel dedans. Serious modding, ça peut se trouver, mais c'est un peu complexe, donc on passe sur cette notion de serious game design. Quand vous faites ça, le point de vigilance, c'est de vous dire, est-ce que j'ai bien un retour sur investissement efficace? Est-ce que le temps que je passe à jouer est suffisamment court par rapport aux bénéfices que j'en tire? Il faut vraiment avoir ce point de vigilance en permanence, parce que pour ne rien vous cacher, je suis sûre que vous en avez l'expérience. Moi, j'en ai en tout cas de nombreuses, où on se dit, tout ça pour ça? Mais c'est bon, le message, je l'avais, quoi. J'avais pas besoin de jouer 2h30 à un truc pour une phrase de conf, ça suffisait. Et puis j'avais compris, j'étais d'accord avec. Donc attention à ce qu'on gamifie, en l'occurrence au jeu qu'on crée. Est-ce que j'ai changé? Alors attendez, il faut que j'aille regarder. Ouais, parfait. Dans le titre, il y avait plein de mots compliqués, j'en en expliqué plein, c'était le but, que vous compreniez un peu de quoi on parle. Il m'en reste un que je n'ai pas expliqué, qui est la Learning Game Jam. La Learning Game Jam, c'est faire travailler sur un sujet. On rejoint la gamification en fait. On ne va pas utiliser un élément de jeu pour rendre plus attractif, mais on va utiliser le fait de créer un jeu pour donner envie aux gens de s'intéresser au sujet. Et on va leur faire créer. Donc vous allez mettre à disposition tous les éléments pour la connaissance du sujet que vous voulez transmettre, et puis ils vont créer un jeu. Quand vous faites ça, surtout ne vous intéressez pas à la qualité du jeu produit, hein. On s'en fiche totalement. C'est juste un prétexte. L'important, c'est qu'on ne peut pas créer un jeu si on ne maîtrise pas le sujet sur un sujet. Donc, je vais maîtriser le sujet pour être en capacité de créer un jeu. Même si ce jeu est nul, c'est pas grave. Bonne idée, les frappés du game. Frapper .e.s, hein. Il manque les points.
les frappés du game, qui est une Serious Game Jam apprenante. Alors, elle est un peu border, puisque là, l'objectif n'est pas de travailler vraiment le sujet, mais de monter en compétence sur la création d'un Serious Game. Et on va travailler là-dessus. On a vu plein de choses, on s'est dit, OK, enfin là, vous avez un panorama entre le serious, la learning game jam, la gamification, le serious gaming, le serious modding, le serious game design. Waouh! Normalement, vous vous y repérez, j'espère. Sinon, vous poserez plein de questions après. Maintenant, c'est comment je les utilise et pourquoi faire. Et est-ce qu'il y a des choses qui collent mieux en fonction de mes objectifs, de ce que j'ai envie de faire? On peut développer 3 types de choses. Les savoirs, ce que je sais sur un sujet, des connaissances théoriques. Je peux développer du savoir-faire, donc des compétences techniques, pratiques. Et puis, je peux développer des savoir-être. Donc, je vous propose de regarder pour chacun de ces éléments. Et c'est là où je ne sais pas si mon diaporama... Je vais expérimenter des choses. Hein. C'était une mauvaise expérimentation. Merci de ce soutien. Mais je ne sais pas si je peux... Voilà. Parfait. C'est parfait. Les savoirs. Quelle est la méthode la plus adaptée à la transmission de savoir? Est-ce qu'il y a un type de jeu plus adapté? Eh bien, ouais, il n'y en a aucun. Ce n'est pas idéal de travailler, de transmettre des connaissances avec des jeux. C'est une mauvaise idée. Donc, si vous aviez cette idée dans un coin de votre tête, vous pouvez l'oublier. Le seul moyen, en tout cas avec un jeu à proprement parler, ce que vous pouvez faire pour transmettre des savoirs, des connaissances, c'est utiliser la Serious Game Jam, la Learning Game Jam, pardon, où vous allez faire créer un jeu sur un sujet, parce que là, oui, je monte en compétence sur le sujet, je vais me documenter, je vais creuser. Là, d'accord, je peux acquérir des connaissances. Et puis, éventuellement, de la gamification. Mais c'est tout. Ne créez pas un jeu pour transmettre des connaissances. Ça ne fonctionne pas. Toutes les études le montrent, c'est un flop. Ce qui marche, en revanche, c'est la réactivation des connaissances acquises, peut-être avec un format magistral comme celui que je suis en train de faire. Là, je vous transmets des informations et puis après, je peux utiliser un jeu pour les remobiliser et pour favoriser l'ancrage pour vous, la mémorisation. Et ça, les jeux s'y prêtent très bien. Je parlais de Time's Up tout à l'heure. Bah, vous faites un cours théorique, à la fin du truc, vous faites un jeu pour réactiver, parfait. Les jeux, ils vont être très utiles aussi pour aller chercher de l'entraînement. Et donc, quand on veut changer, enfin, quand on veut que ce soit acquis, vous pouvez utiliser des jeux comme Brain Jazzette, par exemple, pour apprendre le vocabulaire parlé anglais. Et tout à l'heure, Brain Jazzette ou Speech, enfin, tous les jeux où on va prendre la parole, parce qu'on est sur de l'entraînement. De l'entraînement en maths, j'ai des connaissances, j'ai appris mes tables de multiplication. Eh bien, je vais pouvoir utiliser des jeux, par exemple Picomino, qui est celui qui me vient en tête là, où je vais utiliser en permanence les maths, mais je ne vais pas du tout avoir l'impression de faire des maths. En fait, je vais jouer à un jeu, sauf que je vais mobiliser les connaissances que j'ai apprises. Donc, ma table de multiplication, je vais la mobiliser. Donc, retenez, si vous voulez si vous voulez développer des savoirs, eh bien, partez du principe que on n'acquiert pas de connaissances avec un jeu. Sinon, on est vraiment sur je crée un jeu, je fabrique un jeu, ou alors je fais de la gamification. Par contre, c'est un bon moyen de favoriser la mémorisation, l'ancrage, la répétition, l'entraînement, et donc voilà, la maîtrise du sujet. Les bons jeux pour ça, c'est du serious gaming et du serious modding, c'est-à-dire prenez des jeux existants et transformez-les. Vous transformez le fond, les cartes du Time's Up, vous transformez, voilà. Tout ça c'est OK, mais en remobilisation. Hop. Ah bah il veut plus, c'est bien, je vais faire ça. Hop. Donc, si maintenant vous voulez transmettre des compétences, c'est votre objectif. Avec votre équipe, vous avez besoin de leur permettre de savoir faire autrement. Voilà. Et bien là, malheureusement, je n'ai pas une très très bonne nouvelle pour vous. Le
Le serious modding et le serious gaming, qui sont les deux méthodes les plus simples, ça marche pas trop. On va plutôt s'orienter vers du serious game design, c'est-à-dire vers de la création de toutes pièces. Pourquoi? Parce que c'est compliqué quand vous voulez transmettre. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous voulez transmettre des choses, vous voulez que les gens apprennent à réfléchir à leurs risques professionnels, vous voulez faire travailler dessus, c'est bien des compétences spécifiques qu'il faut. Voilà, vous n'allez pas trouver de jeu à juste adapter un petit peu. Donc il va falloir aller plutôt vers de la création. Néanmoins, il y a quand même des choses très intéressantes dans l'usage des serious games pour cette transmission de compétences. C'est que, et c'est pour ça que je vous invite à quand même aller regarder ce qui se passe, et puis il y a de plus en plus de jeux qui sont sortis sur des sujets bien spécifiques, c'est que vous allez favoriser vraiment un changement en profondeur. Les jeux, les serious games sont très utiles pour changer parce qu'ils vont permettre une prise de conscience. Ici, vous avez le droit à l'erreur. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était un élément essentiel pour progresser et comprendre comment ça se passe, c'est-à-dire que je vais faire un pronostic, regarder, ajuster. Dans un jeu, on va faire des choix. Et ces choix, on va avoir tout de suite, en tout cas avant la fin de la partie, la réponse de savoir si notre choix il était judicieux ou pas. Des fois, c'est à la fin du tour, des fois, c'est à la fin du jeu, mais en tout cas, notre stratégie, on sait si elle paye ou si elle ne paye pas. Donc, on sait tout de suite, on a un retour sur notre erreur ou pas, qui est très rapide et qu'on peut en plus analyser avec une super formatrice ou un super formateur. Donc, on a cette fameuse boucle de rétroaction qui est très importante dans l'apprentissage, qu'on va vraiment utiliser tout le temps quand on fait un jeu qui est lié à un changement de compétence. Et puis, on expérimente vraiment. Deuxième point fort, qui n'est pas juste la motivation, et c'est pour ça que je vous le pointe du doigt, c'est que dans un serious game bien conçu, bien équilibré entre le game et le serious, on va avoir comment vous dire ça? Vous allez pouvoir voir, en tant qu'animateur d'une session de jeu, vous allez pouvoir identifier tout de suite quels sont les endroits, les lieux où chacun se trouve et où chacun doit progresser. Donc vous avez une individualisation très forte. Je vous donne un exemple concret. Chinatown, qui est le jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un jeu sur la vente. Ce jeu, on ne vend pas grand-chose, finalement, on fait du troc, mais on peut travailler toutes les étapes, c'est-à-dire la définition, l'identification des besoins, l'étape de questionnement, la formulation des arguments, la réponse aux objections, etc. Donc j'ai toutes les étapes de la vente. Et quand je vais travailler avec ce jeu, je dis bien travailler, quand je vais travailler avec ce jeu, je peux tout de suite aller identifier que, ah oui, alors Xavier, lui, il a plutôt du mal à poser des questions, alors que Guylaine, elle, c'est quand on lui fait une objection, elle s'arrête tout de suite. Et donc moi, en tant que formatrice, quand j'anime ça, je vais pouvoir aller appuyer sur Xavier à l'endroit où il en est, c'est-à-dire comment est-ce que lui, je vais l'aider à poser plus de questions, alors que Guylaine, pas du tout au même endroit. Donc chacun y trouve, c'est très individualisé, ça permet d'évaluer vraiment comment sont les gens et là où ils ont besoin de progresser. Je dis ça parce que quand on est sur je prends l'exemple de la vente, c'est pas anodin. Très souvent, quand on met des jeux en vente, en négo, on met des jeux de rôle. Et on fait, voilà, tiens, t'as qu'à faire le vendeur, moi je fais le client, hop, on joue. Sauf que quand je fais ça, je ne suis pas du tout séparée de la réalité. J'ai un droit à l'erreur tout à fait relatif parce qu'on est en train d'évaluer ma capacité à vendre et que je suis en train d'être évaluée de manière très évidente par le groupe et le formateur. Là où dans le jeu, j'oublie complètement ça et je vais devenir moi réellement. Donc là où je sais exactement ce qu'il faut faire, donc je vais l'appliquer dans mon jeu de rôle. Quand je suis dans un vrai jeu avec des pions, des trucs à négocier et que j'ai complètement oublié le sujet de la formation qui était la vente, eh bien je vais me révéler tel que je suis vraiment et tel que je suis quand je vais voir mon client dans la vraie vie. Donc vous allez pouvoir identifier là où il faut aller vraiment, là où la personne a besoin de monter en compétences. Donc tous ces éléments-là font que, oui, c'est compliqué sur les compétences parce qu'on est sur des serious games et donc du serious game design, donc une activité qui est un peu complexe,
Néanmoins, si vous développez ou si vous trouvez un jeu qui existe et qui va bien pour ça, un serious game développé, eh bien, c'est vraiment un outil très très bon pour faire monter en compétence sur des savoir-faire. Ah bah décidément. Hop. J'ai perdu ma souris. Hop. Dernier point, le savoir-être. Et là, vous êtes à l'Agile Tour. Et vous savez que, allez, sur les 4 principes agiles, il y en a 3 qui font référence. J'ai bien appris ma leçon. Il y en a 3. Depuis 10 ans, j'ai appris plein de choses sur l'agilité. Il y en a 3 qui font référence à des savoir-être, quand on parle de négociation plutôt que de contrat, quand on parle de l'humain au cœur plutôt que de process. Voilà. Tout ça, ça fait que vous travaillez beaucoup sur les savoir-être, et ça tombe bien, parce que c'est le truc le plus efficace à travailler avec les jeux. Et c'est le truc le plus facile parce que les jeux de société, ils font appel à plein de savoir-être. Donc si vous jouez à des jeux de société grand public, vous les prenez, vous les analysez, vous les regardez, vous regardez comment ça marche, vous vous dites « Ah tiens, ça fait appel à telle ou telle compétence, tel ou tel savoir-être » et pouf, vous les faites jouer. Et donc vous allez travailler sur du serious gaming, c'est-à-dire on prend, pouf, on travaille le jeu direct, un peu de serious modding, vous allez juste remodeler quelques règles, mais ça se prête à 100% au changement et au travail sur les savoir-être. Donc surtout, foncez dans la brèche des jeux pour les savoir-être. Je vais mettre un petit point de vigilance. C'est que pour capitaliser sur un jeu, quand on veut travailler sur un savoir-être, il faut un bon débriefing. Le débriefing, moi je l'appelle capitalisation. Je trouve que c'est encore plus clair sur ce que ça veut dire. Cette phase de capitalisation, si vous la ratez, vous ratez votre séquence pédagogique pour travailler sur vos savoir-être. Donc, travaillez votre capitalisation, sinon les gens diront oh, c'était bien, mais en fait, je sais pas trop, c'est pas trop transférable dans ma vraie vie, dans mon équipe, dans mon entreprise. Et c'est là où ça pêche. Un jour, on fera une conférence sur le débriefing, sur la capitalisation. Mais en attendant, soyez vigilants, c'est là où ça se joue. Du coup, pas de difficulté sur la conception, vous prenez des jeux existants, mais travaillez votre débriefing. Oh, j'ai fini. Presque. On vous a distribué des cartes, non ? Certains d'entre vous et certaines ont reçu, j'en ai vu devant, on ne peut pas tricher. Vous avez peut-être reçu des cartes. Alors ceux qui ont reçu des cartes, je vous invite à venir me voir. Vous devez être... Et Aurélien aussi, s'il te plaît. Vous pouvez monter sur scène. Ouais. On va mettre en pratique. Alors, les cartes bleues. Les cartes bleues, je vous propose... Enfin, bleu, noir. Hein, les piques et les trèfles, ici. Et les cartes rouges, les cœurs et les carreaux, ici. Aurélien, tu peux venir ici, s'il te plaît ? Tu es déjà bleu. Je te laisse donner à chacun un t-shirt et à l'enfiler. Ok, donc 4 t-shirts pour 8 personnes. Non, 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 pour les 3 qui sont avec toi. Tout va bien. Alors, ici, je vous laisse dans les mains de Delphin. Voilà. Je vous laisse... ou là, vous mettez-vous en ligne ici. Voilà. Ouais, comme ça. Face à l'équipe, face à eux. Voilà. Et puis, Delphin... Voilà. Moi, je vais vous... Alors... Imaginez que vous vous tenez sur scène. Hein, vous vous tenez sur scène, là. Vous. Attendez, je vais me mettre face à vous. Vous vous tenez sur scène, en face de 4 personnes qui portent des t-shirts de couleur. D'accord ? Et vous allez participer à un quiz. Et pour répondre à la question qui vous est posée, vous devez tirer avec un nerf sur la personne qui porte la couleur de la bonne réponse. Alors, on ne vise pas les visages, hein, évidemment. Hein. Mais la question est, ce que vous vivez, c'est du serious modding, de la gamification, du serious gaming ou what the fuck?
Je vous laisse réfléchir et tirer. On vérifie, hein. Alors, t'es bleu. Je vous ai mis loin. Je vous ai mis... Oh, ça va? J'ai des lunettes. J'ai des lunettes. Visez les pieds, visez les pieds. C'est vrai? Ça va? J'aime pas trop les arbres. Normalement, il tire pas fort. Il tire pas fort. Ah, tu es là. Ne visez pas Aurélien. Hein, ne visez pas Aurélien. C'est la bonne réponse, Aurélien. Ouais, tu peux viser Aurélien. C'est de la gamification. Oui, vous pouvez tourner le dos. C'est une très bonne idée. Vas-y, je t'en prie. Alors, en théorie, ça marche. Hein, quand les armes sont... Tiens. C'est un petit. Vous avez le droit de participer, de choisir la bonne couleur. Hein. Ce n'est pas parce que vous ne tirez pas. La deuxième question, je vous mets les réponses. La deuxième question, c'est, vous utilisez le trivial poursuite en changeant les catégories et les questions. Vous êtes en train de faire une Learning Game Jam, du Serious Game Design, du Serious Modding ou du Serious Gaming. C'est bien du Serious Modding et Aurélie, que je connais, tu te fais canarder. Bien, il en reste une dernière. Une dernière question. Oui, après, vous pouvez me tirer dessus si vous voulez, c'est possible. Alors, la question. Le serious gaming, je n'ai pas mis les réponses encore. Le serious gaming, c'est-à-dire l'utilisation d'un jeu, je le réexplique, hein, l'utilisation d'un jeu grand public à des fins utilitaires sans aucune modification. Le serious gaming est particulièrement adapté au développement de... Zut! Alors, le savoir... allez, bravo. Violet, savoir-faire. Savoir-être, pardon. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez poser les armes. Et vous me tirez dessus, au choix. Il ne veut plus. S'il reconnaît son maître. Merci beaucoup. Tu peux garder la carte. Merci pour votre participation. Les t-shirts seront à gagner vendredi dans l'atelier, je ne sais pas lequel. Vous avez, mon objectif, c'était de vraiment dégrossir ce que c'était que ces différentes notions et de vous montrer qu'on pouvait développer en fonction savoir-être, savoir-faire, de vous apporter des points de vigilance sur les savoirs et les usages. Honnêtement, il y a plein d'exemples. Moi, je suis à votre disposition si vous voulez des idées pour... vous avez telle compétence à développer, vous voulez savoir des idées de jeux à détourner, vous voulez savoir s'il existe des serious games, je peux répondre à vos questions avec joie. Donc, si on a du temps, je réponds maintenant. Il nous reste 5 minutes. Sinon, eh bien, après, je suis là aussi vendredi. J'ai la chance d'être là vendredi. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Avez-vous des questions? Dites-moi. Ouais. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, je vais reformuler la question, c'est est-ce que le jeu vidéo est soit plus facilitant, soit plus bloquant? Je vais le reformuler comme ça. Moi, là, je vous ai beaucoup parlé de jeux qu'on appelle des jeux analogiques, c'est-à-dire ce que je vous disais, pions, cartes, voilà. Quand on cherche à développer des connaissances, compétences, savoir-être, savoir-faire, peu importe, on va demander aux participants, ce qu'on veut quand on forme, c'est faire changer la personne. Alors, pas forcément sur le fond, sur les savoir-être c'est le cas, mais en tout cas lui apporter autre chose et donc la faire évoluer. Pour ça, il faut qu'elle soit en capacité d'aller se mettre en zone un peu insécure. Il faut qu'elle sorte de sa zone de confort, d'où l'intérêt de poser un cadre. Ouais, on a dit bienveillant, c'est pour ça que je vous ai autorisé à tirer avec des nerfs, hein. Sinon non.
S'il n'y avait pas de cadre, on ne fait pas ce que je viens de faire. Et en ayant un cadre bien posé, je peux sortir de cette zone de confort. Sauf que je ne peux pas être trop éloigné si je suis ici. Je peux aller trouver, on appelle ça la zone proximale de développement, je vais aller chercher une compétence qui se trouve ici. Mais je ne peux pas aller chercher une compétence qui se trouve là. Ça fait un trop grand écart. Le problème des jeux vidéo, à mon sens, c'est que pour certains publics, on va augmenter la difficulté parce qu'on va rajouter une couche technique. La maîtrise du jeu vidéo va être une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que je ne vais pas travailler que la compétence souhaitée, mais la compétence plus l'accès aux jeux vidéo et au numérique, si c'est le cas. Ça dépend complètement de vos publics. Des publics qui sont très à l'aise avec les jeux vidéo, du coup, vous n'avez pas ce frein-là. Donc, ça dépend en fait à qui vous vous adressez. Mais ça peut être une surcouche de difficulté. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, attention, Wargame, règles complexes, pour cette même raison. On ne peut pas aller trop loin parce qu'on rajoute de la complexité et on perd l'efficacité sur la transmission de nos messages, de nos compétences, sur la transmission des règles. On s'en fout des règles, en fait. Ce n'est pas l'objectif. Et je n'ai pas besoin qu'ils montent en compétence sur les règles. J'ai besoin qu'ils montent en compétence sur un savoir-faire, un savoir-être. Donc les jeux vidéo, ça peut être une limite. Ensuite, il peut y avoir une résistance. J'en ai parlé ce matin. On m'a demandé les résistances par rapport aux jeux. C'est plus admis aujourd'hui. On peut dire jeu en entreprise. Moi, je ne le dis jamais. Je ne dis jamais aux gens qu'ils vont jouer en formation. Je dis qu'on va faire des activités. Parce que quand on dit qu'on va faire un exercice, on renvoie au scolaire et on peut avoir des freins. Quand on dit qu'on va jouer, eh bien, on se retrouve dans une situation avec des gens qui aussi vont être en résistance. Je ne suis pas là pour jouer, je n'ai pas envie, je vais perdre mon temps, on pourrait faire ça autrement. Alors que quand on fait une activité, bien sûr qu'on va jouer. Moi, je le sais, j'ai conçu la séquence. Mais les gens ne le savent pas. Et du coup, l'activité, je n'ai pas de résistance par anticipation. Les jeux vidéo, parfois, ça met tout de suite dans cette condition de jeu, il peut y avoir une résistance supplémentaire. Mais sinon, en fait, les jeux vidéo se prêtent, et les études d'ailleurs sur le serious game, comme au début c'était très numérique, il y a plein d'études sur les serious games numériques, beaucoup plus que sur les serious games analogiques. Et franchement, ça marche très bien, mais beaucoup moins sur les savoir-être. Parce qu'on est souvent, ça dépend, pas tous, mais c'est moins facile d'accès sur les savoir-être. Là où vous avez un champ des possibles hyper important avec des jeux analogiques. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parfait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Mm-hmm. Est-ce que je reformule? Au fond, vous avez entendu ou pas? Non, OK. Donc, utilisation de Kahoot, c'est-à-dire ce qu'on a fait en tout début d'après-midi, là, le quiz avec le podium, le plus rapide gagne, etc., pour de l'acquisition de connaissances sur, j'ai oublié le sujet, la CNV. Et donc des gens qui n'adhèrent pas, qui lâchent parce que compétition, parce que j'y arrive pas, parce que j'ai les mauvaises réponses. On est exactement dans le cadre de j'utilise une gamification pour de l'acquisition de connaissances. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais ou je ne sais pas. Je n'ai pas de notion de choix, je sais ou je ne sais pas. Donc en fait, le droit à l'erreur, bien sûr que je l'ai, parce que je m'en fiche d'être le premier ou pas le premier, mais il y a des gens pour qui quand même c'est compliqué de ne pas être le premier, ou en tout cas d'être dernier, donc c'est pas forcément... Mais j'ai pas de notion de... Je n'apprends rien si ce n'est que je ne savais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Trivial Pursuit. Mais enfin, en dehors de boire l'apéro et du moment convivial, rares sont les gens qui aiment vraiment le... Il y en a, hein, mais qui aiment le Trivial Pursuit pour le jeu Trivial Pursuit. La plupart du temps, ils aiment le moment convivial de partage et de quand j'ouvre un apéricube, j'ai une petite question et on rigole ensemble. Mais la plupart des gens ne savent pas répondre aux questions. D'ailleurs, moi, la première, j'ai une culture générale cata. Donc, on ne met pas dans une situation de réussite et de test. On n'est pas sur de l'essai-erreur, je me rends juste compte que je ne sais pas.
Deuxième chose, dans Kahoot, je vais dénigrer Kahoot. Kahoot, on va très vite. Je m'arrête juste à la fin de cette réponse. Kahoot, on va très vite. C'est le premier qui gagne. Or, pédagogiquement, c'est nul. Je n'ai pas le temps de réfléchir à ma réponse. J'essaye de gagner. Si le jeu prend le pas pour moi sur le... je me dépêche de répondre, quitte à répondre au hasard, parce que je sais que régulièrement, je vais marquer le plus de points possible. Donc avec un peu de chance, je vais être premier. Donc je n'ai pas le temps de la réflexion. Quand vous faites des quiz, travaillez-les autrement pour... voilà. On a tous les ingrédients dans l'acquisition de connaissances pour que ça ne marche pas. Donc il valait mieux donner les informations et ensuite faire un quiz, pas forcément en mode rapidité, justement, avec des interactions pour essayer de trouver la bonne réponse, ou mettre à disposition les connaissances. Utiliser de la pédagogie active là-dessus, ça marche très bien. C'est-à-dire, je donne des éléments et on essaye de catégoriser qu'est-ce qui est de la CNV, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on travaille en équipe. Et là, oui, on va mettre en œuvre plein de choses qui fonctionnent en pédagogie, mais un Kahoot, on est vraiment dans de la gamification pour de l'acquisition, avec je n'ai pas le temps d'aller vraiment très loin, mais je veux bien en échanger sur pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est un très bon exemple et tu viens juste de me permettre de renforcer pas de jeu sur l'acquisition de connaissances. Sur tout le reste, allez-y, foncez. Je m'arrête vu le timing, mais j'en discute après avec plaisir. Merci beaucoup.